C'est notre culture. Tu te souviens, Céris, que j'avais envoyé à menhir sur Caius Bonus, ça devait bien peser à peu près le poids du traîneau de pierre là-bas, non? Faudrait lui demander. C'est lui qui est le mieux placé pour répondre. C'est une autre culture. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma. Et aujourd'hui les gens, on va lâcher du gros sel. Oh oui, vous aimez bien apparemment quand je lâche du gros sel, quand je laisse ma haine s'exprimer, car aujourd'hui nous allons parler d'Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu. Et oui les gens, et oui. Je prends une tasse de thé. Je prends un goût parce que là, on va avoir du très gros sel. Parce que bon, on connaît tous l'histoire de la licence Astérix au cinéma. Hein. Un premier film, voilà, sympathique. Un deuxième qui est devenu culte pour toute une génération. Un troisième qui est une merde. Et un quatrième qui est une bonne grosse merde. Et bien sûr, deux films d'animation réalisés et écrits, je crois, par Alexandre Astier, qui donnent vraiment tout ce qu'on aime à la licence Astérix. Et que depuis, Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qu'il fait Astérix Obélix au cinéma, ça n'a jamais été très glorieux depuis 2002. Mais, bien sûr, un homme résiste encore à l'envahisseur et se dit « Moi, je peux faire un bon film Astérix. » Et cette personne, c'est Guillaume Canet. Guillaume Canet, mais c'est qui Guillaume Canet? Certains ils savent pas qui c'est. Mais si, vous l'avez vu dans des films, genre, je sais pas... La plage d'un Libre aussi, il a fait quand même des films sympas, vous l'avez vu dans Vidoc, vous l'avez vu dans des... Voilà, vous l'avez vu dans des films. Moi perso, Guillaume Canet, voilà, certains vont me dire que je lance du gros sel, mais dit, mais t'es pas objectif. Mais oui, là je veux dire, je suis pas objectif parce que je suis absolument pas fan de Guillaume Canet. Je trouve que c'est un réalisateur... Voilà, tout ce qu'il y a de plus lambda dans le cinéma français, même s'il a quelques figurances qui peuvent être à peu près sympathiques. Voilà. Je vois toujours un peu du positif dans tous les films que je regarde. Des fois, faut dire, il y a quelques figurances. Par exemple, dans Rock'n'Roll, je pense que la scène de fin me fait bien quand même rigoler. Le niveau de caricature est quand même fort sympathique. Mais, voilà, Guillaume Canet, pour moi, c'est pas un réalisateur exceptionnel. Et du coup, il se retrouve à la charge de réaliser Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, du coup, comme vous le comprenez avec le titre, l'Empire du Milieu va se dérouler en Chine. Il y a un petit synopsis que je trouve très sympa sur Wikipédia qui est « Un chariot arrive au village d'Astérix et Obélix, transportant l'impératrice chinoise Fu Yi, qui est venue solliciter de l'aide après la prise au pouvoir d'un certain Don Tsun Kin, qui a renversé la princesse. Après, la renommée des éruditibles gaulois est connue jusqu'à Shanghai. Et bien sûr, je pense que vous l'avez tous compris comment ça va se passer cette histoire. Ils vont devoir permettre à l'impératrice de revenir sur son trône. Ou peut-être ça va être un peu plus ambigu que ça, mais pour l'instant c'est le synopsis qu'il y a sur Wikipédia. Je pense que ça va être le synopsis qu'on va voir un peu partout. Mais du coup, moi je trouvais ça l'idée sympathique. Je trouve l'idée sympathique de faire un film d'aventure, une comédie d'aventure qui va te permettre de voyager comme le permet la licence Astérix. Parce que pour moi, il y a deux choses qui fait que j'aime beaucoup Astérix et Obélix. C'est déjà la notion d'aventure, la fait de voyager, que tu vois des décors, que tu ailles de pays au pays et que justement ces Gaulois sont confrontés à d'autres cultures. Et bien sûr, il y a aussi ce côté très allégorie de notre monde contemporain. Par exemple, quand vous lisez, je sais plus, c'est celle qui a amené sur Astérix aux Jeux Olympiques, justement, la BD faisait beaucoup d'allégories par rapport au tourisme, que ça amenait les JO, par rapport au dopage, plein de trucs qui sont très intéressants, des allégories, on va dire, de notre époque. Et je trouve ça toujours intéressant, la force qu'a réussi faire Astérix et Obélix à réussi à prendre des thématiques typiquement d'aujourd'hui et les amener dans cette époque qui était, on va dire, ce fantasme de cette époque gauloise que j'aime beaucoup. Et voilà, je peux me dire, oui, ça peut être sympathique. On va pas, le gros sel, on va y aller doucement. Franchement, je me dis, ouais, voilà. Et franchement, je me dis, bon, il va réaliser le film.
Et c'est là qu'après, peu de temps après, on apprend que... Attends, je reprends une petite tasse de thé, les gens, parce que... Où on a appris que Guillaume Canet allait avoir le rôle d'Astérix, et que le rôle d'Obélix allait être tenu par Gilles Lelouch. Et on viendra un peu par après sur le guest. Alors déjà, ça... j'étais pas forcé les avoir eux en Astérix et Obélix. C'est pas pour moi vraiment quelque chose de rassurant pour le film parce que les gens ont été habitués à un duo sur la licence live Astérix et Obélix, c'est Clavier et Depardieu. Et c'est le premier film sans Depardieu. Alors certes, Depardieu est quand même relativement âgé, Clavier pareil, et je pense qu'ils ont plus depuis Mission Cléopâtre, je crois qu'il l'avait dit, Clavier ne voulait pas reprendre le rôle, vu les petites affaires qu'il y a Depardieu, et je pense ces exigences monstrueuses qu'il a, je pense qu'ils ont fait bon, allez, on va partir sur eux deux. Donc voilà, c'est le premier point. C'est le premier point que quand je me dis Astérix et Obélix, moi je vois pas Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Et surtout, on en reviendra après, mais franchement, c'est pas les acteurs les plus bankable qui vont me donner envie d'aller voir le film. En plus, sachant qu'on les voit très souvent dans le film de l'un et de l'autre. Voilà, ils sont toute une famille entre eux et voilà, j'ai pas envie, franchement, le gros sel là commence à sortir, vous sentez le gros sel là, qu'on n'a pas envie d'aller voir, non, et surtout, je sais pas, permettez à des acteurs de se dévoiler, des acteurs qui vont pouvoir émerger, prendre un risque avec des rôles comme ça, parce que c'est rien, Guillaume Canet et Gilles Lelouch, non, en plus je trouve qu'ils vont pas sur le rôle. Gilles Lelouch, je trouve qu'il n'a pas la carrure, pas la carrure charismatique et tout ça, mais plus la carrure, tandis que Depardieu, rien que tu le vois, tu fais « C'est Obélix !» Gilles Lelouch, putain, je sens qu'ils vont le rembourrer, hein, son truc. Guillaume Canet, je trouve je sais plus quel clavier il avait à l'époque, mais pour moi, il a pas la gueule pour un Astérix. Il a pas la mimique qu'avait Clavier pour y arriver. Moi encore, je vais dire une chose, sur un des rares points que je trouvais bon sur Astérix aux Jeux Olympiques, c'était Cornillac. Je trouve qu'il faisait un bon Astérix. Dommage qu'Astérix, dans sa propre histoire, est relativement très 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 en retrait. Mais voilà, donc globalement, ces deux acteurs me motivent absolument pas du tout, mais du tout pour ce projet. Et bien sûr, là je vais prendre un petit point, on va parler un petit peu production les gens, parce que c'est très important de parler un petit peu comment se fait un film. Et je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas forcément. Ce film va coûter quand même 65 millions d'euros. C'est énorme pour le cinéma français. Alors certains vont me dire « Oui, mais franchement, je comprends pas, parce que les films Marvel, ça coûte quand même 200 millions de patates, et pourtant c'est pas si cher comparé à un film français. » Mais non, je vais te dire une chose, mon bonhomme. 65 millions pour le cinéma français, c'est énorme. Du coup, c'est un gros budget, et surtout que comparé à Astérix aux Jeux Olympiques, qui avait coûté, de mémoire, combien il avait coûté ? 78 millions d'euros, ce qui est quand même déjà énorme. Mais à la différence des 78 millions d'euros de Astérix aux Jeux Olympiques, c'est qu'ils avaient fait plein de coproductions européennes. Donc, Pathé n'avait pas mis que l'argent. Il y avait d'autres productions italiennes, espagnoles, allemandes, qui ont mis du pognon sur la table, et du coup qu'on arrivait à quelque chose, Pathé a dû mettre au moins la moitié, voire un tiers, donc quelque chose de plus atténué. Là, c'est vraiment qu'une production française. Ah, attention, il y a Les Enfants Terribles, il y a Pathé, il y a Trésor Film. Certes, c'est des bonnes grosses boîtes de production françaises, mais 65 millions d'euros que pour la France, c'est énorme. Et sachant que Pathé, ce qui est très dangereux pour eux, c'est que là, ils font beaucoup de gros films en même temps. Ils ont fait Eiffel, il n'a pas pu sortir, et c'est un film qui avait coûté extrêmement cher. Ce qui est de même d'ailleurs pour le prochain film de Jean-Jacques Hano. Le prochain film de Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame qui coûte quand même 20-25 millions de patates. Ce qui est quand même un bon budget.
derrière, on a quand même Astérix Obélix et l'Empire du Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu qui va coûter 65 millions d'euros. Et derrière, les gens, il y a les Trois Mousquetaires qui va être un gros budget énorme, à peu près 60 millions d'euros, qui va être sur 2 films, bon certes 30 millions chacun, mais ils vont faire 2 gros films, pâtés cumulés, c'est presque à peu près dans les environs de 200 millions d'euros. Ce qui est énorme pour le cinéma français. Et ils mettent ça alors que le cinéma français actuellement est en pleine crise. Et quand je vous dis en pleine crise, les gens, c'est parce que là, on n'a toujours pas de date pour les réouvertures des salles. On ne sait pas du tout comment, avec le Covid, ça va se passer derrière pour notre industrie. Et là, les mecs, ils prennent le risque. Moi, je suis le premier à applaudir les risques. Mais j'ai plus du mal avec les suicides. C'est que là, ils vont directement au casse-pipe avec une production monstrueuse, au lieu d'attendre déjà ce que Eiffel va faire, ce que d'autres trucs va faire. Justement, c'est un gros risque. C'est un gros risque, et en vue de ce que va être le cinéma français post-Covid, parce que déjà, ça a été annoncé que le CNC, moins de productions ont été de mise, et je sais que beaucoup d'infrastructures ont mis la clé sous la porte, et sauf que malheureusement, on ne se rend pas encore compte de à quel point beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine du cinéma, ont mis la clé sous la porte, parce que les institutions qui gèrent cela ne sont pas encore ouvertes, donc à leur réouverture, ça va chier des bulles, et ça va être... on sait pas, je sais même moi, là je fais de la spéculation de comptoir, mais moi j'ai une véritable peur pour le cinéma français et de ce qu'il va en devenir à la sortie du Covid, et surtout que je trouve que c'est un gros projet très risqué et que c'était pas le moment pour le lancer. Je pense qu'ils auraient dû le reporter ou peut-être faire vraiment quelque chose, ou soit l'annuler. C'est pas mal d'annuler des projets. Ça arrive. Combien de grands films dans l'histoire du cinéma n'ont pas pu se faire ? Et certains vont me dire « Ouais, mais c'est dégueulasse ce que tu dis, c'est un gros projet, faut y croire et tout ça. » Mais moi, j'aimerais y croire. J'espère que le cinéma français, que tous les films que je vous ai cités, les Eiffel, le film de Jean-Jacques Hano, tous ces films rencontreront un succès, que ce soit en France et à l'international. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que le spectateur français, quand il va retourner en salle, je pense qu'il n'aura pas forcément envie que de films français, pseudo-dépressifs ou de grosses productions. Il voudra du grand spectacle. Et j'espère que ce Astérix à Obélix, l'Empire du Milieu, sera un film à grand spectacle, comme l'a été Astérix Mission Cléopâtre, là où je trouve était totalement foiré Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, là où ça marchait pas, tout simplement parce que l'histoire était pas intéressante, parce que nos héros sont mis en 3e plan, voilà, c'était pas cool, c'était chiant, et alors Service de Sa Majesté, j'en parle même pas. J'ai peur, vraiment. J'ai peur de ce que ça va donner comme coup au cinéma français. Alors certains peuvent me dire que je dis vraiment de la merde, mais c'est une ligne de débat que j'amène, et que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Numéro 10. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde... La question que je me pose aussi, très importante, c'est à qui est destiné ce film ? Ce film va être destiné à quel public ? Est-ce que ça va être les fans de la BD franco-belge ? Qui sont de moins en moins, parce que les jeunes, moi je les connais, il y en a des gamins qui lisent de la BD franco-belge, j'en ai connu, et j'en connaîtrai peut-être toujours, mais ils sont pas assez importants. Aujourd'hui, maintenant, ce qui marche de plus en plus chez les jeunes, c'est notamment le manga. Le manga, ça a pris une place omniprésente dans la culture française, notamment chez les jeunes. Je pense que si on me dit que ça va être justement ces jeunes, la public cible, c'est-à-dire les plus jeunes et les ados, je vais vous dire une chose, ils en ont rien à carrer. Le public que moi j'étais il y a 10-20 ans, pouvait accepter un Mission Cléopâtre, pouvait accepter parce qu'on était encore baigné dedans. Il y avait cette culture de la BD avec tout ce qu'on avait quand on était jeunes. Nous, perso, on avait encore les Spirou Fantasio, on avait les Astérix Obélix, on avait les Titeuf, on avait quand même une bonne sphère BD très importante autour de nous. Alors que aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent de moins en moins à ce phénomène qu'est la bande dessinée franco-belge, et ils en ont plus rien à foutre. On va dire que les 14
18 ans, on va dire les milléniaux, une grosse partie des milléniaux n'ont rien à péter de la BD franco-belge, et notamment des films tirés de la BD franco-belge. Ça va faire des entrées, bien sûr, mais ça va faire des entrées grâce à qui? Peut-être aux gens qui aiment bien peut-être Canet, ça va pas faire des masses, que ça va être les fans d'Astérix, mais ça va pas non plus être moult expansion au niveau du box-office. Il y a beaucoup de questions que je me pose sur ça, c'est-à-dire à qui va être destiné ce film. Et souvent, parce que certains vont dire oui, mais un film c'est pas forcément destiné à une catégorie. Mais tu sais comment un film comme ça, aussi cher, t'inquiète pas qu'il est calibré pour justement amener un public en salle. Et justement, ça va être très important comment l'écriture va être très importante pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais le problème, moi, que j'ai peur, c'est que surtout au niveau de la comédie. Et surtout au niveau de la comédie, j'espère qu'ils vont pas faire une comédie merdique comme ils en font depuis pas mal d'années, avec un tout accent un petit peu, on va dire, un petit peu de raciste. Pas raciste, mais bon, catégoriquement, un humour très exagéré sur les populations, parce que c'est sachant que ce film va parler notamment de la Chine. Et sachant que s'ils veulent exporter le film en Chine pour histoire de se faire du bif et dire d'amener l'esprit franco-belge, l'esprit d'Astérix et Obélix dans l'Empire de Chine, et bah franchement, j'ai envie de dire, les bagues racistes, elle passera pas. On a bien vu dernièrement ce que ça a donné avec Monster Hunter, avec le Chinese, une blague certes tout pourri, mais c'est tout pourri parce que bon, parce que c'est mal écrit, c'est une blague de merde, voilà, c'est nul. Mais en Chine, les blagues françaises à la con comme ça, en Chine, ils vont nous faire non, pas bon business, non. Moi, vous nous prenez pour des cons, les blagues comme ça, gardez-les chez vous, le film, vous le gardez chez vous, et sachant que aujourd'hui, tout le monde fait de l'œil au marché chinois pour la simple bonne raison, parce que ça peut amener beaucoup de spectateurs, parce que c'est un des marchés les plus fleurissants pour le cinéma, et que ça peut engranger un max de pognon. Donc le public à qui va être destiné ce film, je me pose encore la question. Aux jeunes enfants, ils s'en foutent, que ça soit les fans de la BD, ils sont pas assez nombreux, donc je pense qu'en France, on va essayer de générer quand même, on va dire, je pense que le film peut faire quoi, 3-4 millions d'entrées, allez, maxi 6, j'aimerais plus, mais bon, voilà, mais clairement, ils vont essayer de viser le marché chinois. Mais sauf que le marché chinois, si tu nous fais une comédie potache avec un sous-accent raciste, là-bas, ça va pas passer. Donc voilà, on se pose des questions encore sur ce projet. Et Guillaume Canet, qu'est-ce qu'il va en faire ce projet à la fin? On se pose toujours la même question. Ce projet est-il pas un casse-gueule de base? Ils ont mangé le magnon? Et là, je vais passer au truc qui m'a chagriné, puisque je parle de Guillaume Canet et de Gilles Lelouch. Alors on va parler du reste. Encore, je trouve la seule bonne idée, c'est Vincent Cassel en César. Là, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Là, Vincent Cassel, d'ailleurs, qui sera dans les Trois Mousquetaires. D'accord. Autre production de pâté. Donc, je pense qu'il va être très, très content du chèque qu'il va toucher dans les prochains mois. Mais voilà. Il y a Jonathan Cohen, Marion Cotillard en Cléopâtre. Oh putain, ça par contre, j'ai Keblo, j'ai fait... Ouais. Pierre Richard, Ramsey, blablabla. Donc voilà, il y a quand même du monde. Il y a des acteurs chinois. Justement parce que le film va aller direction la Chine, donc du coup ce qui est normal que ça aille qu'il y ait des acteurs chinois. Par contre là on a bloqué sur pas mal de guests, hein. Franchement j'étais pas proche de l'huile serre, mais j'étais presque quand j'ai vu Zlatan Ibrahimovic. Pour ceux qui savent pas, parce que bon, il y a toujours des gens qui sont... C'est un grand footballeur, quoi, Zlatan. Moi, j'adore Zlatan, autant pour ses punchlines qu'en tant que footballeur. C'est un gabarit monstrueux, il est génial. Bon, après, là, je peux pas faire une aparté foot, parce que sinon, on a pour des heures, et vous savez que j'adore parler foot. Petit moment T pour calmer le gros sel. Du coup, il y a quand même encore du monde. Il y a quand même Angèle, Big Flo et Oli, Aurel San, McFly et Carlito. Et justement, quand je viens à cela, Zlatan, Angèle et tout le tintouin, pourquoi j'y viens ? Justement, j'y viens parce que, pour moi, il y a une envie de la production, du film en lui-même, de rabattre les jeunes. De ramener des jeunes, justement pour dire, regardez, on vous met Big Flo et Oli, Orelsan, McFly et Carlito, c'est jeune, c'est fun, comme dirait un homme que j'aime beaucoup. Mais
Là où, par exemple, les guests dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et putain, Dieu qu'il y en avait. Oh putain, Dieu qu'il y en avait dans Mission Cléopâtre. Mais c'était génial. C'était génial. Ils étaient tous intelligents. Les guests, franchement, c'était quelque chose de bien fait. Franchement, j'avais rien à dire à quel point les guests étaient placés de manière très intelligente et à quel point l'humour était pertinent de leur part. Mais, bien sûr, il y a Astérix aux Jeux Olympiques qui est passé, où là, on a eu tellement de guests, mais qui servent à rien. Des guests, franchement, les pauvres, j'avais même pas de la peine. Je vous dis, regardez le making-of du film aux Jeux Olympiques, qui était un désastre. Qui, franchement, les acteurs, tu sens qu'ils te font chier, tu sens qu'ils n'ont pas impliqué, que Delon casse les couilles. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ce film a été pour moi un ratage, et les guests mal utilisés est pour moi un gros point qui fait que ce film est un ratage. Et j'ai l'impression que il ramène du Jones, il ramène des personnalités, on va dire, connues par notamment les jeunes, un petit peu les moins jeunes pour le cas de certains, mais pour dire, regardez le film, on est jeunes, on est aux pointes des gens cool de votre génération X, donc ramenez-moi les gens. Mais là, c'est ridicule. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai perdu foi vraiment au projet. Je me dis, c'est quoi ce merdier ? J'ai peur. J'ai vraiment peur pour ce projet, que ça se casse la gueule. Alors peut-être, je vais vous dire une chose, ça va faire des entrées. Quoi que je dise, quoi que je fasse, le film fera des entrées pour la simple bonne raison que le nom d'Astérix Obélix fait qu'il ramènera des gens. Je sais plus combien on fait d'entrées les autres films, mais je sais que Mission Cléopâtre c'était environ 14 millions d'entrées. Je crois que le premier a dû faire genre 6 millions d'entrées. Aux Jeux Olympiques de mémoire, si je dis une grosse marge, je crois que c'était 7 millions d'entrées. Mais c'était pas assez par rapport aux espérances qu'avait le film. Et le dernier qu'il a été fait au service de Sa Majesté, je crois qu'il est un désastre. Ça a été un gros bide. C'était sbide, comme on dit, mais gros ratage. Et ce film, sachant qu'il n'y a qu'une production française, faut qu'il fasse au moins, on va dire, grosso merdo, allez, on va dire 8 millions d'entrées. 8 millions d'entrées, et encore, je suis gentil. Hein. Mais voilà, et en plus, au point que ce film va être vraiment une grosse galère. Ça va vraiment être une grosse galère. Donc du coup là, ils sont en train de tourner au studio de Brie à côté de Paris, et à Plessis-Pathé. Et aussi, ils vont tourner au Maroc. Donc vraiment, je pense que ce film va être une épreuve pour eux. Va être très compliqué. Parce que sachant que justement, ils devaient tourner une grosse partie en Chine, je sais pas si c'est encore au programme, mais en tout cas, malheureusement, le tourner en Chine avec le Covid, c'est très compliqué. Donc je sais pas du tout comment ça va se faire de ce point de vue-là. Et j'ai pas confiance au projet. J'ai vraiment du mal. Et surtout, ce que j'ai peur, c'est que ce film fasse beaucoup de mal derrière à la licence Astérix Obélix. Surtout qu'on sortait de 2 films d'animation réalisés par Alexandre Astier et un autre de chez Pixar, ou DreamWorks, je sais plus dans quel studio il a bossé. Je me souviens pas très bien de ses noms, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, les gens. Mais c'était 2 bons films d'animation qui m'avaient rabiboché avec la licence Astérix au cinéma, et c'était du plaisir à voir, du point de vue de l'animation, de l'histoire, c'était vraiment quelque chose de très sympa à voir. Et là, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour Astérix. Et certains vont me dire, oui, mais tu descends un film alors qu'il est à peine en tournage, on n'a même pas encore eu une bande-annonce, c'est n'importe quoi. Et vous avez raison, les gens. Mais justement, ça n'empêche pas qu'on peut en discuter je trouve que c'est un côté casse-gueule du projet. Et surtout que c'est un film qui va coûter très cher au cinéma français. Ça va coûter très cher au cinéma français. Et je vais vous dire, c'est comme du côté de Marvel, si un film fait un bide, mais ils ont beaucoup à perdre. C'est pour ça qu'ils ne prennent aucune prise de risque. Limite, les 3 mousquetaires, ça me hype un peu plus, déjà. Mais je trouve juste que, comme j'ai dit sur ce podcast, c'est que je trouve que ça arrive au mauvais moment, vis-à-vis de la situation qu'on traverse.
Donc voilà, j'espère quand même que ce film pourra se rembourser, qu'il aidera le cinéma français. Donc voilà, et espérons que le film soit bien, quoi. Ou qu'il soit sympathique. Parce que le truc, c'est qu'en plus, une des dernières sorties de Canet, c'est que il veut partir sur la continuité, il se prétend héritier, justement, de l'influence de Chabat. Mais le problème, c'est que Chabat, c'est une personnalité qui est vraiment ancrée dans les années 2090, dans son humour, qui fait que ça marche avec une certaine population, et globalement, bah, ça marche de moins en moins. Sur moi, ça marche, parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait Chabat, que ce soit Didier, moi ça me fait rire, Didier, ça me fait rire, sur la piste du Marsupilami, ça me fait rire, Santa et compagnie, j'ai trouvé ça un petit peu lourd par moment, mais globalement, l'humour Chabat, ça fait toujours des entrées, mais ça, si vous regardez depuis Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il a fait des très grosses entrées, mais derrière, il a jamais eu des entrées les plus monstrueuses derrière. Certes, sur la route du Marsupilami, c'est 5 millions d'entrées, mais c'est par rapport à ce que Chabat a été et ce qu'il a pu faire, c'est honorable. Bon. Donc voilà, c'est beaucoup de questions sur ce projet. Je voulais ouvrir une fenêtre pour qu'on en parle, pour que les gens, si vous n'êtes pas du coup d'accord avec moi, laissez un commentaire. On en parlera en tant qu'adulte consentant et justement dans la gaieté et la bonne humeur, parce que nous aimons parler de cinéma, nous aimons débattre, et les gens, je vais vous dire une chose, il est très important de savoir débattre dans la gaieté et de bonne humeur, et si j'ai tort, et si le temps me donnera tort, et ben il me donnera tort. Et ça m'empêchera pas de dire cette phrase, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Parce que dans le monde, les avis ne sont pas figés. Parce que sinon, on est très 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 cons. Donc voilà, je vous laisse les gens, j'espère que ce podcast vous a plu. Pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire et on se retrouve prochainement parce que je vous réserve une belle petite surprise et on va encore parler de cinéma français. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide